et bienvenue dans un nouveau format d'Ave droit. Cette émission sera consacrée à la notion de secret médical. Pour l'animer, je serai accompagnée de deux étudiantes du Master 2 de droit de la responsabilité médicale de l'Université catholique de Lille, Suzon Bonjour. Et Salomé. Bonjour. Commençons par le début. Qu'est-ce que le secret médical? Il s'agit d'une obligation de discrétion à la charge du corps médical. À l'origine, il s'agissait d'une obligation déontologique qui pesait sur les médecins, issu du serment d'Hippocrate, puis repris par le Code de déontologie médicale. Aujourd'hui, et depuis une loi de 2002 dite loi Kouchner, il s'agit d'un droit reconnu aux patients en tant que tel. Le secret médical est un des piliers de notre médecine moderne puisqu'il permet d'assurer et de respecter la relation de confiance qui existe entre un médecin et son patient. Notre société y est très attachée. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi ? Alors merci Elisa pour cette introduction. Donc plusieurs justifications sont avancées pour expliquer pourquoi on a institué le secret médical. Donc le premier objectif, comme vous l'avez dit, c'est bien sûr de préserver la relation de confiance entre le patient et son médecin. C'est aussi pour garantir la qualité des soins prodigués grâce à une information libre du patient qui sait que ce qu'il va dire sera gardé secret. Donc on estime qu'un soin sera forcément de meilleure qualité si le praticien a connaissance de toutes les informations utiles pour garantir un meilleur soin du patient. Mais alors, à l'origine, il faut savoir que seuls les médecins étaient soumis au secret médical. Mais la loi Kouchner du 4 mars 2002 a étendu le secret médical à tout professionnel de santé et plus généralement à tout professionnel intervenant dans le système de santé. C'est la raison pour laquelle il y a eu un changement de terminologie, puisqu'aujourd'hui on ne parle plus de secret médical à proprement parler, mais de secret professionnel. D'accord, donc si je comprends bien, un grand nombre de professionnels de santé est soumis à cette obligation de secret. Est-ce qu'il en va de même pour l'infirmière chez qui j'irai faire une prise de sang ou alors pour le pharmacien chez qui j'irai récupérer ma prescription ? Alors effectivement, traditionnellement, on associe le secret médical simplement aux médecins. Mais en réalité, ce sont tous les acteurs du système de santé qui vont être soumis au secret médical. Donc on aura par exemple les dentistes, les sages-femmes, les pharmaciens ou les infirmiers et aides-soignants. Donc ce sont vraiment toutes les personnes que le patient va rencontrer au cours de sa prise en charge et vraiment tous les acteurs du système de la santé qui seront soumis au secret médical. D'accord. Maintenant, imaginons une autre situation. Par exemple, mon médecin généraliste m'envoie consulter chez un médecin spécialiste. Est-ce que si ces deux médecins discutent de mon état de santé, ça constitue une violation du secret médical ? Alors non, ce ne sera pas considéré comme une violation du secret professionnel, puisque l'hypothèse que vous évoquez renvoie en fait à la notion de secret partagé. Aujourd'hui, il faut savoir que de nombreux acteurs du système de soins sont amenés à prendre en charge un même patient. Et donc, la loi est venue permettre aux professionnels de santé d'échanger entre eux les informations strictement nécessaires à la prise en charge du patient, qui sont normalement couvertes par le secret médical, afin d'améliorer la qualité et la coordination des soins. D'accord. Maintenant que nous en savons un petit peu plus sur les personnes qui sont soumises à cette obligation de secret, est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont les informations qui sont visées ? Alors le secret médical concerne principalement le fait médical, donc toute déclaration du malade, le contenu du dossier médical, les diagnostics, les résultats d'analyse et examens. Mais on considère également que les éléments de la vie privée du patient sont soumis au secret. Ça peut concerner n'importe quel élément qui a été dévoilé au cours de la prise en charge par le médecin. Il faut aussi évoquer le cas de la violation du secret médical. Cette violation est tout d'abord sanctionnée sur le plan civil, sur le fondement de l'article 1240 du Code civil qui concerne la responsabilité délictuelle. Donc dans ce cas-là, une victime qui s'estime victime d'une violation du secret médical devra prouver la faute du médecin et donc la violation du secret médical. La violation est également sanctionnée au niveau disciplinaire, donc le Conseil de l'ordre reçoit les plaintes et peut décider de sanctionner le professionnel de santé avec des peines qui peuvent aller jusqu'à la radiation. Et bien évidemment, il y a une responsabilité pénale puisque le professionnel de santé s'expose à une peine d'1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. D'accord, je reviens vers vous, Suzon. Tout à l'heure, vous évoquiez le secret partagé en disant du coup qu'il existait différentes exceptions au secret médical. Est-ce que vous pourriez m'en dire un peu plus ? Alors effectivement, il existe d'autres exceptions au secret qui ont été créées soit dans l'intérêt général, soit pour protéger l'intérêt du patient. Elles se répartissent selon deux catégories. On a d'une part les cas où la révélation est rendue obligatoire par la loi et les cas où cette révélation n'est qu'autorisée. Alors, en pratique, ça signifie dans les cas où la révélation est rendue obligatoire que le patient ne peut s'y opposer. Ça va être le cas pour certaines maladies contagieuses telles que la peste, où dans cette hypothèse, le médecin ou le laboratoire d'analyse devra en faire la déclaration à l'autorité sanitaire, mais en revanche, ça ne signifie pas que, à partir de ce moment-là, le médecin puisse aller révéler l'information à n'importe qui.
Par exemple, dans l'hypothèse du VIH, qui est aussi une maladie à déclaration obligatoire, le médecin doit se contenter d'en informer l'autorité sanitaire et bien entendu son patient, mais ne peut pas aller en aviser le partenaire ou le conjoint, quand bien même le patient exposerait ceci à un risque de contamination, puisque c'est le choix de la responsabilisation du patient qui a été fait par le législateur, et donc le médecin doit se contenter d'essayer de persuader son patient d'en informer les personnes concernées. En plus de ces dérogations imposées, il y en a qui sont simplement autorisées, c'est-à-dire que le professionnel de santé aura le choix ou non de lever le secret médical. C'est le cas des violences physiques commises à l'encontre du patient. Donc le médecin qui constate ces violences peut informer le procureur de la République dans 3 cas. Donc le premier cas, c'est quand la victime autorise le médecin. Et on a 2 autres cas pour lesquels le consentement de la victime n'est pas obligatoire. C'est quand la victime est mineure ou quand la victime est en état de vulnérabilité, que cette vulnérabilité soit physique ou psychique. D'accord, je rebondis sur ce que vous venez de dire justement, puisque nous pouvons rapprocher le point que vous venez d'évoquer avec la situation des violences conjugales, puisque récemment est intervenue une proposition de loi qui vise à rajouter une dérogation dans le cas des violences conjugales. Chaque année, ce sont 60 000 personnes qui sont victimes de violences conjugales et en 2018 ont été dénombrés 149 homicides au sein des couples. Ce sont alors 121 femmes et 28 hommes qui ont perdu la vie sous les coups de leur conjoint. Face à ce constat alarmant, le Parlement s'est penché le 28 janvier 2020 sur une proposition de loi qui vise donc à rajouter une dérogation au secret professionnel. Donc l'objectif est simple. Permettre aux praticiens de passer outre l'accord de leur patient pour pouvoir faire un signalement en cas de violence conjugale lorsqu'il sait son patient victime. Pour autant, cette proposition est louable. Elle divise les professionnels de santé. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi? Alors oui, on a de nombreux arguments en faveur de ce projet de réforme. Donc le premier argument est évident, c'est celui de sauver des vies. L'expérience de certains praticiens montre qu'un signalement au procureur sans l'accord de la victime peut parfois les aider. En effet, les victimes de violences conjugales sont souvent dans une situation inextricable où elles sont sous emprise, isolées et même paralysées. Et donc elles peuvent avoir besoin qu'on décide pour elles. On a un autre argument qui consiste à dire que ça va soulager les victimes de culpabilité puisque ce ne seront pas à elles de porter plainte, car dans ce cas-là, c'est le médecin qui procède au signalement. Il y a quand même une nécessité d'encadrer cette proposition de réforme. Les médecins soulignent la nécessité d'un suivi judiciaire adéquat et le fait que les victimes soient prises en charge immédiatement après le signalement. De mon point de vue, cette réforme est nécessaire. Ce type de dispositif existe déjà pour les victimes vulnérables et une victime de violence conjugale est forcément en état de vulnérabilité. On a également de nombreux arguments contre, puisque beaucoup de professionnels de santé dénoncent une fausse bonne idée, puisqu'ils redoutent d'abord d'être poursuivis dans l'hypothèse où on leur reprocherait d'avoir surinterprété des signaux, puisqu'il ne faut pas oublier que les situations sont souvent complexes et ils n'ont souvent que de simples présomptions, avec toujours le risque que le partenaire ou conjoint redouble de violence s'il apprenait qu'il avait fait l'objet d'un signalement. Mais aussi et surtout, les professionnels de santé craignent de rompre le lien de confiance qui les unisse à leurs patients et que les patients n'osent plus venir consulter ni se confier s'ils faisaient l'objet d'un signalement systématique et ce contre leur gré. Et en plus, on peut encore se dire que ce signalement serait finalement, on peut se demander s'il n'est pas finalement il ne serait pas inopérant puisque la victime pour laquelle on aurait procédé à un signalement contre son gré pourra très bien mentir aux officiers de police et aux procureurs qui l'interrogeront et donc tout ceci n'aura servi à rien. D'accord, donc on voit bien avec vos interventions qu'il y a différents enjeux qui sont sous-entendus par cette nouvelle proposition de loi, ce qui explique pourquoi les professionnels de santé sont donc divisés sur le sujet. Pour autant, il faut rappeler également que le Conseil national des médecins s'est exprimé sur le sujet et s'est déclaré favorable à la proposition dans les cas d'urgence vitale immédiate et si cela constitue une possibilité pour le médecin de passer outre le secret médical, non pas une obligation qui lui serait faite. De plus, le président du Conseil s'est exprimé en déclarant que ce signalement devrait être accompagné de mesures complémentaires afin d'accompagner au mieux la victime et que en tout temps, le médecin devait s'acharner à obtenir l'accord du patient avant de faire ce signalement et si ce n'était pas le cas, il devait au moins au préalable l'informer. Donc pour clôturer cette émission, nous rappellerons donc que le secret médical est un droit du patient mais également une obligation faite au médecin. Et comme tout principe, il nécessite certaines exceptions afin de s'appliquer au mieux à la pratique. Merci Suzon, merci Salomé de m'avoir assisté et merci à vous de nous avoir suivis.